Bonjour et bienvenue dans Pour ne rien dire, consacré aux enjeux des élections législatives. L'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale suite aux européennes a été brutale et a provoqué une campagne express qui bouleverse notre vie politique. Tout va très vite, c'est dur de s'y retrouver, donc on va prendre du temps ensemble sur les enjeux majeurs qui secouent ces élections grâce à l'analyse de discours. C'est parti! On parle beaucoup de ressenti dans cette élection. C'est notamment lié aux résultats des européennes, où le Rassemblement national est arrivé largement en tête. Et souvent, on explique que les électeurs qui votent à l'extrême droite se basent sur leurs émotions. Cette focalisation sur les ressentis gomme le vécu quotidien, comme si l'émotion n'était qu'une réaction basée sur des choses qui ne sont pas réelles ou pas rationnelles. Et si beaucoup d'électeurs ressentent de la frustration ou de la colère, c'est à cause de ce qu'ils vivent au quotidien. Le pouvoir d'achat baisse pour les classes modestes et moyennes, les inégalités explosent et l'immobilier flambe. Et en retour, on a l'impression de ne pas profiter du fruit de son travail. Le temps libre et les loisirs deviennent compliqués, notamment quand on a des enfants pour lesquels les études deviennent d'ailleurs de plus en plus chères. Donc ces données vérifiables nourrissent un sentiment de décrochage et de déclassement. On a l'impression que tout coûte trop cher, qu'on ne gagne pas assez et qu'on n'est pas pris au sérieux quand on le dit. Les réactions du gouvernement et les petites phrases désagréables du président, en plus de la gestion de la crise des Gilets jaunes, n'ont pas arrangé la situation depuis 7 ans. Il faut donc que cette frustration trouve un débouché politique. En plus du pouvoir d'achat, on parle beaucoup d'économie dans ces élections, de dette, de déficit public et de crédibilité économique des programmes. Alors, pour qu'il y ait crédibilité économique, il faut un programme soutenu par des experts sur ces questions. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a que le nouveau Front populaire pour l'instant qui a cet avantage. Avec la prix Nobel de l'économie Esther Duflo, le médaillé du CNRS Thomas Piketty, Julia Cagé, diplômée de Harvard, ou encore Michael Zemmour, membre du Haut Conseil des finances publiques, qui ont pris position pour la proposition de l'Alliance de gauche. Pour le moment, il n'y a pas, ni dans le bloc central, ni à l'extrême droite, d'autres économistes scientifiques qui se manifestent. Alors pourquoi c'est important que les programmes soient soutenus par des chercheurs en économie? C'est simple. Ça montre le sérieux de la proposition et de la cohérence avec des données vérifiables. Mais dans les médias, on a parfois l'impression que cette expertise scientifique, pourtant évidente, ne suffit pas à gauche. Pourquoi? Ces questions économiques interrogent en fait le cadrage médiatique. En effet, depuis le début de la campagne, on a l'impression que c'est le programme de gauche qui est le moins crédible financièrement. Au centre, ou à l'extrême droite, on n'entend aucun économiste se prononcer, et pour cause, les programmes sont peu ou pas chiffrés, ce qui est un manque de sérieux. Et c'est d'autant plus étrange pour le bloc central, responsable de l'accroissement de la dette et du déficit depuis 7 ans. En fait, dans l'environnement médiatique, on donne l'impression que la gauche, plus généreuse socialement, serait moins réaliste et moins sérieuse économiquement. Pourtant, l'histoire politique de la Ve République montre que les gouvernements de gauche sont, en général, moins dépensiers que les autres, tout en priorisant les droits et la justice sociale. Alors attention, la plupart du temps, ce sont des journalistes, des éditorialistes ou des essayistes qui critiquent ou commentent les programmes, pas des économistes du point de vue scientifique, comme ceux qu'on retrouve par exemple au nouveau Front populaire. Et pour bien comprendre, faisons la comparaison avec la médecine. Si vous avez un problème de santé, c'est pourtant mieux de se diriger vers un spécialiste que vers un commentateur qui s'est documenté par lui-même, mais ne sait pas comment opérer ou traiter des symptômes. Et c'est pareil en économie. La politique n'est pas qu'une question de parti, mais aussi de médias. Et dans toute démocratie saine, chaque journal, chaque média dispose d'une ligne éditoriale qui porte des idées et une vision de la société. Par exemple, on sait que Le Figaro est un journal de droite conservatrice ou que Libération se situe à gauche. Jusque-là, tout est normal. Le problème, c'est que les chaînes d'information en continu, comme CNews ou BFM TV, ont aussi une ligne éditoriale et font semblant de traiter l'information de manière objective. Et pourtant, sur BFM TV, par exemple, depuis le début de la campagne, la plupart des éditorialistes invités proviennent de médias aux lignes éditoriales de droite ou d'extrême droite. Alors pourquoi pas après tout? Mais pourquoi ne pas avouer cette prise de position politique? On y trouve même un ancien communicant du RN pour commenter l'actualité de la campagne. Aucun autre parti politique n'a eu ce genre de cadeau. Pourquoi? Dans notre démocratie malade, plusieurs intérêts sont en jeu, et le lobbying est important du côté de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, le milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré soutient l'alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement national. Et l'extrême droite donne pourtant l'impression de porter un programme social, alors quel est l'intérêt d'un milliardaire de soutenir ce type de programme politique?
Et justement, c'est peut-être pour cela que Jordan Bardella fait sauter ces mesures sociales les unes après les autres, et que le programme de l'extrême droite comporte des cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Bref, une politique aux antipodes des intérêts des plus modestes qu'il prétend pourtant soutenir. D'ailleurs, plusieurs anciens macronistes sont maintenant candidats pour l'extrême droite. Simple hasard ? Dans plusieurs médias ou chez les candidats du centre, on parle des extrêmes. Alors, qui sont ces extrêmes ? Comment on les définit ? Du point de vue légal, c'est simple. Un parti extrémiste est un parti dont le programme va à l'encontre des principes républicains et constitutionnels. En France, le Conseil d'État classe ces partis selon des critères objectifs, faciles à vérifier dans les histoires ou les programmes de ces partis. Donc, comme les propositions du Rassemblement national sont dangereuses pour la Constitution et menacent l'état de droit, elles sont classées à l'extrême droite. C'est aussi le cas pour plusieurs mouvements de gauche qui sont à l'extrême gauche, mais pas pour le nouveau Front populaire, dont aucun parti n'est classé à l'extrême gauche. Même la France insoumise, souvent plus radicale dans son approche, dispose d'un programme qui ne viole ni la Constitution, ni les principes républicains. Et malgré ces éléments, l'ensemble du nouveau Front populaire est qualifié d'extrême gauche, ce qui est factuellement faux, alors que l'extrême droite est parfois qualifiée, elle, de droite nationale, comme pour faire oublier le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, les mesures antidémocratiques et les incohérences économiques qu'elle porte. On assiste donc à une droitisation du débat public, dans la classe politique comme dans les médias. Une droitisation qui exploite les ressentis, les peurs et les colères de tout le monde, mais sans résoudre les problèmes. Les mots peuvent être trompeurs, il faut se demander qui parle, à qui, et quels sont les intérêts de la personne qui parle. C'est ce qui permet d'éclairer une prise de position politique, donc un vote. Si l'enjeu de cette élection est si important, c'est parce que pour la première fois depuis longtemps, on se prononce sur un projet de société. Dans quel pays voulons-nous vivre ? Voulons-nous de la dignité, du pouvoir d'achat, des hôpitaux et des écoles en bon état, par exemple ? Ou voulons-nous plutôt un pays qui divise les gens, qui prend le parti d'une identité nationale fantasmée, financée par des milliardaires, qui gomme la diversité de nos cultures et de nos langues, y compris régionales d'ailleurs ? Il y a beaucoup de souffrance dans ce pays, et elle est légitime. Quelle que soit votre situation, vous avez constaté des difficultés dans votre vie quotidienne, c'est clair. Et c'est légitime d'être dégoûté ou en colère, de se sentir menacé ou en insécurité face à ces problèmes. Et dans ce cas, justement, il est important de transformer ce ressenti en une proposition politique. Dans quel pays on veut vivre ? Quel programme peut répondre à nos problèmes de manière concrète, tangible, cohérente ? Quel parti propose des mesures claires sur lesquelles elle ne revient jamais ? Quel parti, au contraire, propose des mesures qui ne feront qu'encourager la souffrance, soit pour vous, soit pour les autres autour de vous ? Quel avenir souhaitons-nous écrire ensemble ? C'est tout l'enjeu de ces élections. Alors, ne nous trompons pas de combat, faisons confiance à nos intelligences et surtout, allons voter !